Quel plaisir de voir encore une salle si pleine. À 16h30, le triomphe de l'ignorance. En nommant un secrétaire d'État à la santé, un complotiste avéré, anti-vax, le président Trump a confirmé, si c'était nécessaire après l'épisode Covid, le peu de cas qu'il fait de la science. Alors, guerre à la science est-il l'un des nouveaux mots d'ordre dont les effets commencent à se faire sentir? Mais s'agit-il de ne s'attaquer qu'à certains secteurs, les sciences sociales, la climatologie, l'environnement? S'agit-il de s'attaquer à toute forme d'intelligence de la part d'un ignorant notoire? La France peut-elle réussir à tirer profit, à attirer des scientifiques de haut vol? Il va falloir mettre un petit peu d'argent, alors que notre recherche publique pâtit de coupes budgétaires sans précédent. Pour ouvrir ce débat en partenariat avec le quotidien Sud-Ouest, je vous remercie d'accueillir chaleureusement Charlotte Barbier, Claire Mathieu et Jean-Pierre Bibring. Claire Mathieu est directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, spécialiste des algorithmes et de leurs usages dans les politiques publiques. Charlotte Barbier est responsable pédagogique pour la plateforme Cogito. C'est une entreprise privée sous contrat avec la région qui intervient dans les classes, dans les lycées, pour des actions visant à développer l'esprit critique chez les lycéens. Et puis nous allons avoir Jean-Pierre Bibring, est astrophysicien. Et nous allons avoir en duplex François Gémen, qui est politologue, spécialiste du dérèglement climatique et des religions. Vous le verrez apparaître sur l'écran dans quelques instants. Ce débat est modéré par Odile Conseil. Odile est ancienne journaliste à Courrier International. Elle écrit des récits pour l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Elle est l'autrice d'un podcast qui s'appelle Enfant de quelqu'un, à retrouver sur toutes les plateformes. Pendant les échanges, vous allez pouvoir poser des questions à nos invités sur l'appli Slido, dont on va vous réafficher le QR code à l'écran. Voilà, vous scannez ce QR code avec vos téléphones. Vous avez le droit de vous en servir aujourd'hui exceptionnellement. Et on consacrera les dernières minutes de ce débat à répondre à vos questions. Voilà, je crois que j'ai tout dit, Odile, et on va pouvoir souhaiter la bienvenue à François Gémen dès qu'il arrive à l'écran. À tout de suite. Merci Gilles. Merci à vous tous d'être encore là pour parler du triomphe de l'ignorance. Qui est peut-être aussi celui de la bêtise, voire celui du complotisme. Enfin, on va en parler. Je pense que nos intervenants auront sans doute des choses à dire sur ce sujet d'importance. Je voudrais, avant de leur donner la parole, vous refaire un très rapide tour d'horizon de la situation américaine. Donc, depuis que Trump est au pouvoir pour son deuxième mandat, une vaste offensive contre la science, avec des termes interdits dans les programmes de recherche, comme changement climatique, historiquement, minorité, racisme, femmes, et j'en passe et beaucoup, parce que la liste que le New York Times a publiée fait, je pense, pas loin d'une centaine de mots. Donc en parallèle de ça, il y a des menaces directes contre des scientifiques, des universitaires, des étudiants, des étudiantes, mais aussi contre des journalistes, des juges, des avocats. Pourquoi ? Parce que les faits, donc j'insiste sur les faits qu'ils mettent en évidence, gênent les intérêts économiques ou contreviennent aux croyances. J'oppose donc fait à croyances, comme vous le remarquez, aux croyances du pouvoir. Ajoutez à cela la nomination d'un ministre de la Santé clairement anti-vax, Robert Kennedy Jr., qui vient de demander au Centre de prévention et de lutte contre les maladies de relayer le fait qu'un lien existe entre vaccination et autisme, alors qu'il y a des tas d'études qui ont depuis prouvé qu'il n'y avait pas de lien entre vaccination et autisme. Ensuite, ignorance ou malfaisance, peut-être, l'intelligence artificielle Grok, développée par l'entreprise XAI de Musk, tient des propos négationnistes. Donc, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou de la malfaisance. Alors, sur l'ignorance, juste pour être un tout petit peu plus léger, je vous rappelle on s'est rendu compte quand Trump était invité en grande pompe au Royaume-Uni et qu'il a dîné aux côtés du roi Charles, qu'il ne savait pas qui était Guillaume le Conquérant. Il trouvait ça super que ce mec Guillaume le Conquérant, d'abord il s'appelait Conquérant, s'appelait beaucoup à Trump, il dit à Charles, mais vous devriez faire pareil. Enfin, ça, c'est pas grave. On s'en fout parce que nous, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas sur les États-Unis, certainement. En revanche, pour montrer que ce n'est pas propre à Trump et à l'ère Trump, rappelez quand même que Bush, par exemple, au moment du lancement de la guerre d'Irak en 2003, ignorait qu'il y avait des chiites et des sunnites en Irak. Il ignorait même les mots chiites et sunnites. Donc, ma première question, qui vous concerne tous les cas, c'est qu'est-ce que ces faits vous inspirent ? Alors, François Gémen, j'en profite pour vous saluer. Vous êtes à distance.
Et de ce fait, je vous donne la parole en premier. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation américaine ? Bonjour, merci de m'accueillir sur cette table ronde à distance. Navré de ne pas pouvoir être avec vous à Bordeaux. Il y a plusieurs choses, évidemment, qui m'inquiètent. Et en tant que chercheur, je suis évidemment très inquiet non seulement de la situation aux États-Unis, mais aussi, et peut-être encore davantage, de l'impact et de l'influence qu'elle a chez nous, en France et en Europe. Je dirais qu'il y a 3 grands éléments qui m'inquiètent. Le premier, c'est le fait que les électeurs ne semblent plus considérer qu'un leader doit être intelligent, raisonnable, posé ou cultivé. Et que donc, l'idée qu'on va essayer d'élire quand même quelqu'un qui a une certaine intelligence, une certaine distance critique par rapport aux choses, ce n'est plus du tout un argument qui pèse. Et ça fait sans doute longtemps, et on a parfois l'impression que plus on se revendique, en quelque sorte, sans diplôme ou sans intelligence, plus ça devient un argument électoral, parce que plus on donne l'impression d'être proche des gens, d'être proche des électeurs, et au fond, on a tendance désormais à élire davantage, me semble-t-il, des leaders sur la base de leur personnalité davantage que sur leur programme. Je pense que c'est ça qui explique largement le succès de Jordan Bardella auprès des jeunes, par exemple, en ce moment. Le deuxième élément qui m'inquiète évidemment beaucoup, c'est la guerre actuelle qui est menée aux États-Unis contre la science et contre les chercheurs directement. Je connais plusieurs collègues américains qui travaillent en sciences du climat, qui ont littéralement peur et qui sont terrorisés de ce qu'ils pourraient dire, potentiellement d'avoir des poursuites, qu'on vienne potentiellement les arrêter dans leur laboratoire. Et François, pardon, vraiment... je vous interromps parce qu'on reviendra sur cette question. Je vous demanderai si les uns et les autres, vous avez justement des exemples de gens qui sont concernés par cette attaque contre la science. D'accord. Et puis, le troisième élément, c'est effectivement le sentiment que les faits n'ont plus guère de prise dans le débat public. Et que, au fond, nous vivons chacune dans une sorte de réalité parallèle, confrontés, je dirais, à notre propre vision de la réalité qui nous est sans cesse renvoyée par les algorithmes des réseaux sociaux, et que finalement, la question du vrai n'a plus beaucoup d'importance. Et ça, je crois que c'est très, très important dans les démocraties, et que vraiment un des grands risques, et sans doute le principal qui pèse sur nos démocraties, c'est ce risque lié à la désinformation. Merci pour ces premiers commentaires. Claire, Mathieu, je vous cède la parole. Merci. Qu'est-ce que ça évoque pour moi ? Eh bien, c'est paradoxal de parler aujourd'hui de la triste situation aux USA depuis l'arrivée de Trump au pouvoir pour son 2e mandat, car aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, c'est une grande fête aux États-Unis où on fête la réconciliation entre les immigrés venus d'Europe et la population autochtone en Amérique du Nord. Les immigrés ne savaient pas comment se débrouiller dans le nouveau pays. Ils ont failli mourir de faim, et ce sont les habitants autochtones qui étaient là, les Indiens comme on dit, qui leur ont montré comment cultiver le maïs, les dindes, etc. Et ils ont fait une grande fête pour fêter le fait qu'ils avaient survécu grâce à leurs amis locaux. Et donc, le jour de Thanksgiving, c'est le jour où on dit que je suis heureux de ceci, cela, cela, les raisons d'être heureux et les raisons d'être reconnaissant envers les autres pour l'aide qu'on a reçue. Donc voilà, donc ma première réaction là, c'est que c'est vraiment un paradoxe aujourd'hui de parler de tous les problèmes le jour où on doit normalement se focaliser sur tout ce qui va bien. En tout cas, je crois que nous tous, nous sommes heureux d'être ici ensemble pour discuter de ce dont nous discutons. Charlotte Barbier, je vous passe la parole. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous aviez mentionné, Odile, au début, donc tous ces termes qui ont été censurés en fait par le gouvernement de Trump pour les scientifiques. Et je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement inquiétant en termes non plus même de vérité ou de fausseté, mais effectivement d'ignorance, puisque interdire des mots, c'est également empêcher de décrire le réel. Et donc on est quand même dans une thématique aujourd'hui au Tribune de la Presse qui nous parle d'essayer de décrypter, de comprendre. Et donc comment comprendre un monde si on n'a plus les termes pour décrire les choses, si on n'a pas les termes qui nous permettent de l'analyser, de le décrypter et puis de s'en saisir.
En fait, ne plus pouvoir dire, par exemple, réchauffement climatique, ne pas pouvoir dire diversité, inclusion, genre, femme. En fait, c'est comme si on essayait d'effacer ces problèmes et de dire qu'ils n'existent pas, ou en tout cas qu'on ne peut pas les réfléchir. Et donc, si on ne peut pas y réfléchir, eh bien, on ne peut pas se mobiliser, on ne peut pas agir. Et en fait, finalement, c'est comme si le réel va nous rattraper de toute manière, mais comme si on ne pouvait plus le voir, comme si on se rendait aveugle nous-mêmes. Et c'est ça, moi, que je trouve particulièrement frappant et particulièrement important sur cette thématique de l'ignorance et de pourquoi elle résonne avec celle de l'esprit critique. Puisque l'esprit critique, c'est quand même essayer de porter un regard lucide sur les choses, de pouvoir évaluer ce qu'on nous raconte. Et si on nous dépossède de ces éléments, de ces termes qui nous permettent de créer un jugement, eh bien, ça nous dépossède également de l'esprit critique. Et puis, à côté de ces attaques sur la recherche, il y a aussi tout ce qui se passe du côté de l'éducation, puisque le gouvernement de Donald Trump aussi, c'est un gouvernement qui renforce un système, enfin, en tout cas, qui a des attaques envers le système public. Donc, ils vont créer, par exemple, ce qu'on a appelé des charter schools. Ça existait déjà avant aux États-Unis. Ce sont des écoles qui reçoivent des financements publics, mais qui sont gérées comme des entreprises privées. Et donc, la conséquence de ça, c'est que dans ces écoles, eh bien, le programme peut être différent. Ça veut dire que ces écoles, eh bien, elles vont peut-être chercher à attirer des élèves comme on attire des clients. Et donc, peut-être essayer de renforcer l'idéologie des parents. Et donc, on se retrouve aussi dans un monde où on a de moins en moins de choses en commun. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de faire société et de se comprendre. Merci, on reviendra bien sûr sur l'esprit critique, puisque c'est une des façons de combattre qui est à notre disposition. Jean-Pierre Bibring, à vous. Merci. Bonsoir. Oui, bien sûr, je pense que comme tout le monde autour de cette table et à distance, on a été très choqués des premières mesures que Trump a prises Trump et son administration contre des pans entiers de l'activité humaine, essentiellement tournés vers la science. Disons que cette histoire de l'ignorance, traduire ça uniquement par le triomphe de l'ignorance, je crois que ce n'est pas la bonne manière de faire. D'abord parce que l'ignorance, c'est un petit peu comme tout. C'est pas binaire, c'est pas on est ignorant ou on est savant. Il y a des degrés là-dedans. On est tous ignorants de quelque chose. Et plus on en apprend, plus on est ignorant de ce qu'on n'a pas encore appris. Donc, quelque part, il y a une ignorance féconde. Quand vous arrivez sur Wikipédia parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas, le bonheur que vous pouvez avoir, c'est de ricocher sur autre chose. Tiens, il y a un truc que je ne savais pas non plus, et puis encore ceci. Bref, il y a un labyrinthe dans lequel vous rentrez qui traduit effectivement cette idée que dès qu'on rentre dans la connaissance, eh bien, on a la mesure de ce qu'on ne sait pas, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'on en sait de plus en plus en valeur absolue et peut-être de moins en moins en valeur relative. Ce qui choque dans l'expression, d'ailleurs, le triomphe de l'ignorance, pour moi, c'est que je ne pense pas que l'ignorance puisse triompher, quoi que ce soit, à un moment donné. Elle peut, localement ou à un moment donné, on pourra considérer que telle ou telle mesure qui a été prise triomphe, mais je ne crois pas que c'est par ignorance que les choses sont faites. Ce n'est pas par ignorance. Ce que je reproche à l'administration américaine maintenant, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas faire. Quand ils ferment, quand ils licencient des gens, quand ils ferment des bureaux, quand ils suppriment des crédits, ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants. C'est au contraire, quelque part, qu'ils veulent cacher quelque chose. Donc, le mot ignorance lui-même, il recouvre énormément de choses différentes, dont cette notion de créer de l'ignorance en voulant masquer une réalité. Donc, on est, je pense, tous d'accord sur le fait que ce qui est dramatique, c'est qu'il y a ce problème du réel et de l'opinion, et on essaye de promouvoir l'idée que les opinions sont toutes égales et qu'il n'y a pas d'opinion plus réelle que d'autres, plus vraie que d'autres. Et on impose des manières de voir qui vont dans le sens du poil, très souvent. C'est le complotiste ou le populisme qui va là-dedans. Et donc, on a tous, bien sûr, autour de nous, par notre activité, connaissance de gens qui en sont aux États-Unis directement victimes, bien sûr. Ils ont été licenciés ou on a des difficultés à remettre sur pied un certain nombre de programmes. Et en Europe, vous le savez, on est visé au premier chef par cela. Mais ce n'est pas nécessairement dans le mot ignorance qu'il faut traduire ce qui est en train de se passer. C'est plus grave que ça, je pense. Oui, je pense que ça relève peut-être de ce mouvement qui est ancien aux États-Unis, qui existe, je pense, un peu en Europe, mais beaucoup moins, qui est l'anti-intellectualisme. À ce sujet, je vous cite juste Isaac Asimov, écrivain d'ailleurs phare pour Elon Musk, qui se revendique beaucoup des lectures d'Asimov pour aller s'envoler dans l'espace. Donc, Asimov disait qu'aux États-Unis, un culte de l'ignorance a façonné l'idée fausse que la démocratie signifie « mon ignorance vaut autant que ta connaissance ».
ce qui est un peu vertigineux. Je voulais juste maintenant vous demander aux uns et aux autres, enfin surtout aux universitaires qui sont autour de je ne sais pas si on peut appeler ça cette table, sur cette scène, justement quels sont les témoignages que vous pouvez apporter de ces attaques contre la science à travers les contacts, les échanges que vous avez avec des universités ou avec des scientifiques américains. Claire, vous voulez commencer ? Merci. Je rentre d'un mois aux États-Unis, où j'étais pendant le mois d'octobre. J'ai vu des collègues qui étaient dans 3 universités différentes. La première chose qui m'a frappée, c'est le silence autour des sujets concernant Trump. On n'en parle pas. Et puis ensuite, dans le détail de mes contacts avec les collègues au jour le jour, je me suis rendu compte qu'il y avait toutes sortes de petits détails qui avaient profondément changé. Je suis allée à un colloque qui a été organisé par un collègue. Il s'est avéré, quand je suis arrivée, que la secrétaire qui l'aidait à organiser ce colloque avait été licenciée 15 jours avant à cause des restrictions budgétaires. Donc il se retrouvait à organiser ça tout seul. Et j'ai vu beaucoup d'exemples de ce genre-là. La durée des visas pour les étudiants a été réduite. Donc d'un seul coup, il faut amener les étudiants à leur diplôme de doctorat, en l'occurrence, une année plus tôt que ce qui était prévu. Donc d'un seul coup, il faut réorganiser leur programme de recherche. Alors tout dans tout, tous les petits exemples que j'ai vus au fil des jours, les gens l'ont résumé en me disant « on arrive encore à faire tourner les choses, mais c'est comme si on utilisait des bouts de ficelle pour arriver à faire marcher les choses. » Et moi, je me suis dit, en fait, c'est comme en France. Et j'ai parlé aux collègues, j'ai donné des exemples spécifiques de ces problèmes pour payer le café à un collègue, à un visiteur, pour ceci, pour cela. Je parle pendant 10 minutes, je donne les exemples, au bout de 10 minutes, ils me disent « mais en fait, c'est comme en France ». Donc voilà, autrefois, les universités américaines, il y avait une situation assez confortable, où on pouvait se concentrer sur son travail, et maintenant, la situation est difficile. Alors, pour finir sur une note positive, parce que quand même, aujourd'hui, c'est Thanksgiving, je suis allée à une manif contre Trump pendant que j'y étais. Il y avait énormément de monde, et une ambiance très joyeuse, presque pas de police. Les policiers étaient tout à fait bienveillants. Et à la fin, il y a eu des discours. Et il y a un drone qui est venu survoler. Un drone, pour quoi faire ? Pour filmer, reconnaître les gens, les filmer, évidemment. Donc, que serait la réaction naturelle des gens qui sont inquiets des problèmes qui peuvent leur arriver ? Mettre un masque, leur casquette, leur écharpe, etc. Eh bien non. La personne qui faisait le discours a dit « Tenez, voici un drone. Allez, tout le monde, faites coucou au drone. Faites coucou, nous n'avons pas peur des drones. Nous sommes là pour résister aux attaques de Trump. » Et tout le monde a fait ça. Et vraiment, c'était un moment puissant où on a vu que la population américaine ne veut pas de ces changements introduits par Trump. Françoise Gemmen, vous aviez commencé à témoigner de ce que vous avez vu ou entendu aux États-Unis de vos confrères collègues. Vous reprenez ça ? Ce qui me frappe quand même, c'est effectivement le sentiment de terreur dans laquelle certains étaient plongés. Donc, certains ne voulaient pas discuter de la situation par email, craignaient que ça puisse leur être reproché, craignaient des poursuites, craignaient des coupes budgétaires, etc. Et c'est vrai qu'au niveau budgétaire, certainement, on n'a pas de leçons à donner en France et on sait que l'enseignement supérieur et la recherche sont très, très sous-financés en France. Mais nous n'avons quand même pas des situations qui sont où des collègues sont dans des états de peur ou de terreur à cause de ce qu'ils pourraient dire ou de ce qu'ils pourraient écrire. Maintenant, là encore, attention, nous ne sommes pas prémunis en France contre cela et on a vu au cours des dernières années plusieurs attaques contre les libertés académiques qui, je pense, sont très inquiétantes, même si évidemment ça n'atteint pas le stade où ça se trouve aux États-Unis.
Je ne suis pas sûr que la population américaine ne veuille pas de cela. Attention au fait que quand on est dans une manifestation, on est évidemment entouré de gens qui sont d'accord avec soi et qui partagent la cause, mais on sait que les manifestations sont rarement représentatives de l'opinion publique, et je suis quand même très frappé qu'il n'y ait pas de soulèvement plus massif que cela, y compris dans les universités américaines, contre les politiques de Donald Trump. Je suis très très frappé de la lâcheté de plusieurs présidences d'universités, notamment l'université Columbia, qui a accepté de se coucher devant Trump par peur de perdre ses financements. Et au-delà, moi qui ai étudié et travaillé dans des universités américaines, je suis assez inquiet pour l'avenir du pays, tout simplement, et pour l'avenir de la recherche aux États-Unis. C'est un pays qui s'était toujours présenté comme un peu un des phares de la recherche mondiale, à la fois en sciences exactes, mais aussi en sciences sociales et humaines. Et évidemment, ce qui lui permettait de tenir cette position, c'était sa capacité, la capacité de ces universités à attirer les meilleurs chercheurs. Moi, sincèrement, si j'avais la possibilité aujourd'hui d'aller passer un mois ou un trimestre aux États-Unis, je préférerais aller n'importe où ailleurs qu'aux États-Unis pour continuer à conduire mes recherches. Je le vois bien, à HEC, on est en train d'interrompre certains programmes d'échange avec des universités américaines, tout simplement parce que nous n'avons pas de candidats. Et en tant qu'enseignant, je ne conseillerais certainement pas à des étudiants d'aller faire un programme d'échange ou d'aller faire leur doctorat ou leur postdoc aux États-Unis. Et donc, pour le futur aussi de la recherche, c'est évidemment très, très inquiétant, et pas uniquement la recherche sur le climat, qui est particulièrement malmenée, comme la recherche en santé publique. Jean-Pierre Bibring, est-ce que vous avez de l'eau à apporter à ce moulin? Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est un peu normal, quelque part, que des gens qui sont dans la recherche publique en France aient ce genre de réaction. Et moi, je ne suis pas dans le même domaine que mes collègues. Je fais de l'astrophysique à l'université et dans le domaine du spatial. Et c'est vrai que c'est extraordinairement frappant de voir qu'il y a des licenciements en masse qui se passent. Pas forcément d'ailleurs dans mon domaine, il y en a aussi dans mon domaine. Et que face à ça, ça a été dit, il y a un mutisme incroyable de la société. Et quelque part, c'est ça qui m'inquiète le plus. Comment se fait-il que, alors qu'on attaque frontalement l'effort de la science, l'effort de la connaissance, il y ait tellement peu de réactions? Cela dit, le mutisme, on le trouve aussi dans les conflits armés. On en a parlé aujourd'hui dans d'autres débats avant. C'est frappant de voir à quel point il y a une accoutumance et acceptée de gens qui vont contre le droit, qui peuvent assassiner des gens massivement, et il y a un mutisme derrière lequel tout le monde se cache. Alors, ce n'est pas du même mutisme, mais il y a quelque chose de commun là-dedans. C'est vrai que l'attaque contre la science aux États-Unis, et factuellement, moi j'en ai des pages, c'est pour ça que j'ai apporté des choses ici, mais je ne vais pas toutes vous les lire, ça commence à être connu. Les centres dans lesquels les gens ont été licenciés, ce n'est pas simplement 3 personnes ici ou là. Il y a des centres entiers sur des structures entières qui ont été fermées où les gens vont être licenciés. Tout n'est d'ailleurs pas fait parce que malgré tout, entre la volonté de l'administration et la réalité, il y a quand même quelques garde-fous encore aux États-Unis qui essayent de se battre, en particulier au niveau du Sénat. Je vois par exemple dans mon domaine, il avait été décidé, Trump voulait que le plus grand centre de la NASA, qui s'appelle le Goddard, tout près de Washington, soit entièrement fermé. 11 000 personnes licenciées. Et il y a toute une attaque du Congrès qui a essayé de remonter là-dessus, et ils sont très contents parce que pour l'instant, ils ont réussi à garder 43%, je crois. Enfin, je ne sais plus, c'est à peu près la moitié des gens qui ne seraient pas licenciés. Mais c'est ahurissant de penser que le plus grand centre actuellement, un des plus grands centres avec le JPL en Californie, dans ce domaine-là, il est envisagé que la moitié des gens soient licenciés, et s'ils le sont, ils reçoivent une lettre de licenciement, c'est immédiat. Ce n'est pas un processus qu'on met en place. Et quand on fait la liste, je ne vais pas vous la lire ici, des domaines où ce genre d'activité, ce genre de processus a été mis en place, c'est réellement scandaleux et dramatique. Alors c'est vrai qu'on met l'accent sur les affaires de climat, parce que c'est une des choses, mais il y a aussi l'aide internationale, par exemple le USAID a été entièrement fermé là pour le coup, et toutes les dizaines de milliards qui étaient là-dessus pour aider la lutte contre à la fois la santé dans un certain nombre de pays, contre la tuberculose, la poliomyélite, etc. Tout ça a été arrêté. Si je peux ajouter quelque chose, juste un intervenant ce matin disait que la fermeture des programmes du USAID aurait causé aujourd'hui 100 000 morts à peu près. Ouais.
C'est effrayant. Et il y a effectivement ce mutisme à poser. Mais par exemple, sur les affaires de climat, moi, ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, très vraisemblablement, lui-même, Trump, et autour de lui, c'est des climato-sceptiques, comme on dit, endurcis, c'est-à-dire qui n'ont pas compris la réalité des choses. Mais ce n'est pas contre le climat, quelque part, qu'il en veut. L'objectif de Trump, ce n'est pas que le climat s'enraye, etc. En soi, c'est qu'il a un objectif qui a été décrit ici plusieurs fois dans cette même salle, en particulier en début d'après-midi. C'est quoi essentiellement? C'est bien sûr les affaires de droit international, mais surtout le profit. Il est là pour faire des affaires. Et tous les gens autour de lui sont là pour faire des affaires. Pourquoi il en veut au climat? Parce que le climat peut l'empêcher de faire des affaires, en particulier par rapport aux ressources fossiles. Et donc les problèmes d'énergie sont en première ligne. Et sa politique, c'est pour permettre ça, c'est de mettre l'éteignoir sur les choses. Donc non seulement il licencie, non seulement il y a de la censure, mais ce qu'il veut essentiellement, c'est mettre l'éteignoir sur les réalités pour avoir le droit d'aller plus loin dans quelque chose que l'humanité presque entière actuellement est en train de critiquer et s'y oppose. Et donc cet éteignoir est fondamental. Et c'est vrai que l'autre chose que l'on a vu récemment, et c'était très mis d'une manière publique, c'est l'histoire de casser le thermomètre. Vous avez de la fièvre, si on cache le thermomètre, vous n'avez plus de fièvre, puisque vous ne la mesurez pas. Et l'idée de supprimer systématiquement les instances qui permettent de mesurer les effets de sa politique, c'est quelque chose d'ahurissant. Et c'est bien sûr pas parce qu'on casse le thermomètre qu'on va régler le problème de la fièvre, des épidémies, des maladies, etc. Et ça se fait en licenciant les gens qui sont en tête des organismes qui font ça. Un des derniers en date, bien sûr, cet été, c'était le Bureau de la statistique. Il n'était pas content sur la manière que l'on montrait que les premiers effets de sa politique allaient contre l'emploi. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On supprime le bureau, on vire plus de 20% des gens et surtout la tête, la fameuse Catherine Eltinger, qui a été immédiatement par SMS licenciée. Alors peut-être si je peux encore dire une chose par rapport, parce qu'il a été dit l'opposition entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. C'est pas qu'en France, il n'y ait pas la volonté aussi de diminuer l'impact de la recherche massivement. On a une chose en France qui est absolument unique, la recherche est publique pour l'essentiel, pas entièrement en pharmacie, dans certains domaines, mais la recherche est publique. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le fait que la recherche soit publique veut dire que c'est difficile de rentrer, mais une fois que vous êtes rentré dans le corps, c'est un corps de fonctionnaire, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si la recherche que vous faites va vous permettre de survivre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est une création, en fait, juste après le Front populaire, c'est en 1939, il y a eu le premier décret, c'est le CNR à la Libération qui a créé les instances du CNRS. Et ça, c'est unique, vraiment, au monde, je peux dire. Bien sûr, c'est un inconvénient en France aussi, on pourra le dire peut-être un peu plus tard, mais le fait que l'ensemble des postes budgétaires pour les gens eux-mêmes et pour les financements de la recherche soient publics veut dire que ça passe par le budget à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a une possibilité pour le gouvernement de manœuvrer. S'il veut manœuvrer contre la recherche, il diminue les postes. Et c'est ce qui se passe. Et pas seulement ça se passe depuis 2-3 ans, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que le déclin est amorcé, aussi bien au niveau des chercheurs que des personnels techniques, ingénieurs. Le déclin est tel qu'on n'a pas de quoi maintenir, de renouveler tout simplement les gens qui soit décèdent, soit partent à la retraite. Et donc il y a des disciplines entières, alors qu'on couvrait tous les champs de la connaissance en France. Il faut réaliser qu'en France, on n'a jamais fait plus de 1% de la population mondiale, même du temps de nos colonies. On a couvert à peu près tous les champs de la connaissance. Et bien pour la première fois maintenant, des pans entiers sont en train de tomber, et ce qui faisait la force quelque part attractive de la France est en train de disparaître. Bon, tout le monde l'a vu avec les affaires de vaccins au moment du Covid, mais ça couvre maintenant, il n'y a plus de domaine quasiment qui soit à l'extérieur de ça. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Mais ils ont la possibilité, parce que l'essentiel des salaires des gens sont donnés sous forme de contrat, c'est d'arrêter les contrats. Ils arrêtent tel ou tel contrat, le salaire lui-même tombe. Et ça, c'est quelque chose d'effrayant. Et c'est vrai que ça a été dit juste avant moi, on a la peur qui existe dans certains laboratoires d'être dans la prochaine charrette fait que ça a une paralysie totale. Et je termine juste par une chose qui était Trump et le Congrès ont demandé à ce que tous les programmes en coopération dans mon domaine, dans le spatial, en coopération avec l'Europe, soient du point de vue américain arrêtés. C'est-à-dire que tous les programmes qu'on avait en coopération entre la NASA et l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne, n'est plus le financement de la NASA.
Heureusement, ça n'a pas encore été mis en pratique. Parce qu'il y a malgré tout énormément de gens, et surtout aux États-Unis, qui disent « mais si vous arrêtez ça, pour nous-mêmes, disent-ils, c'est une catastrophe ». Donc ça se négocie. Et d'ailleurs, aujourd'hui se termine la conférence ministérielle de l'ESA et on ne sait pas ce qu'ils vont faire de cette proposition-là. Mais c'est un enjeu majeur pour nous. J'ai une mission qui doit partir vers Mars dans 3 ans maintenant, mais le lanceur est américain, si on n'a pas de lanceur, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je m'arrête. Merci pour cette longue intervention, Jean-Pierre. Puisqu'on a un peu parlé du climat et que c'est l'une de vos spécialités, François Gémen, j'aimerais bien qu'on vous entende là-dessus. Est-ce que la situation justement aux États-Unis sur la fin de la recherche ou de tout ce qui est lié au réchauffement climatique et au fait de lutter contre ce réchauffement climatique est quelque chose qui est très inquiétant pour vous? Oui, c'est évidemment globalement, le retrait américain de tous les processus de coopération internationale et de gouvernance sur le sujet est très inquiétant. Le fait que les États-Unis n'enverront pas d'auteurs au GIEC pour le prochain rapport d'évaluation est évidemment inquiétant. Les collègues américains représentaient à peu près 10% des auteurs. Alors évidemment, personne n'est irremplaçable. Le fait que la NASA arrête toute une série de programmes d'observation de la Terre, arrête toute une série de mesures, notamment la mesure des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre dans plusieurs observatoires, c'est évidemment très dommage parce que c'est des séries de données qui sont interrompues. Et oui, c'est évidemment une perte pour la connaissance. Cela étant, nous avons en Europe, au Japon, en Chine, qui développent de plus en plus de recherches sur le sujet. Nous avons évidemment les moyens de pallier ces arrêts dans la recherche ou dans les données, même si évidemment on peut les regretter. Ce qui est, à mon sens, encore beaucoup plus inquiétant pour la recherche sur le climat, c'est l'émergence aux États-Unis d'une sorte de science alternative. C'est par exemple un rapport qui a été commandé par le ministère de l'Énergie à un groupe de chercheurs notoirement climato-sceptiques aux États-Unis et qui est publié encore aujourd'hui sur le site du ministère de l'Énergie. Je ne serais pas du tout surpris, par exemple, si les États-Unis mettaient sur pied un contre-GIEC rassemblant des chercheurs climato-sceptiques du monde entier et si ce contre-GIEC publiait un contre-rapport au GIEC, ce qui est évidemment extraordinairement perturbant pour l'opinion publique parce que vous auriez en gros 2 sciences et que vous devriez choisir laquelle croire, presque en fonction, en quelque sorte, de votre obédience politique. Et ça, effectivement, ça me paraît extraordinairement dangereux. Je pense que le vrai danger, c'est ce qui va se passer le jour, qui est hélas probable, où les États-Unis n'approuveront pas les prochains rapports du GIEC et donc ne reconnaîtront simplement plus l'état de la science. Une chose, c'est de reconnaître l'état de la science et de choisir de ne pas lutter contre le changement climatique, de revenir aux énergies fossiles, etc. Une autre chose, c'est carrément non seulement de ne plus reconnaître la science, mais d'en proposer une version alternative. Et à mon avis, c'est surtout là que se trouve le véritable danger. Je ne sais pas, moi je commence à avoir un petit nœud d'angoisse là, qui se forme en moi. Allez-y Claire, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, un mot sur les climato-sceptiques. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que parmi les gens qui étudient le climat, qui font de la recherche sur le climat, il y a d'un côté les gens qui sont convaincus qu'il y a un réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre et de l'autre côté des climato-sceptiques et que c'est controversé. Non, il y a un consensus et les climato-sceptiques, pour les trouver, il faut vraiment les chercher. François va me corriger peut-être, mais je pense que c'est peut-être de l'ordre de 1% des chercheurs. Oui, même moins que ça encore, oui, oui. Et vous aviez sur la santé aussi, sur les attaques contre le domaine de la santé, vous aviez des chiffres et des informations, Claire Mathieu? Des licenciements massifs pour tout ce qui concerne la santé publique, comme le CDC, Center for Disease Control, qui fait que les États-Unis ne seront pas prêts pour la prochaine pandémie. Lorsqu'elle arrivera, ils seront pris au dépourvu. Restriction des crédits pour la recherche là-dessus.
Et puis la quasi-disparition de USAID, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Ça veut dire qu'il n'y a plus, il y a des gens qui avaient un traitement contre le sida, le VIH, qui ne l'ont plus, le traitement est arrêté. Tuberculose, etc., en Afrique, mais aussi dans d'autres pays. Et ça cause des morts maintenant. Donc je pense qu'en ce qui concerne les conséquences catastrophiques immédiates, c'est peut-être ça le pire. Alors, Charlotte Barbier, vous n'êtes pas punie, comme disait Sophie Gérardi tout à l'heure. Je vais me tourner vers vous très prochainement, mais juste avant, je voudrais qu'on parle un peu de ce mouvement Stand Up for Science, qui était un mouvement de réaction justement au fait que la science était malmenée aux États-Unis. Il y a eu des proclamations, il y a eu des signatures. Je crois que Claire, vous êtes signataire d'un document qui dit qu'on ne peut pas s'attaquer à la science comme ça. Enfin, pardon de résumer un peu vite. Est-ce que ce mouvement, finalement, a eu des conséquences, et des conséquences positives pour des chercheurs américains? Parce qu'on sait, on dit on va accueillir des chercheurs américains, mais on ne peut pas les payer. Déjà, ils ont des niveaux aussi de salaire qui sont sans commune mesure avec ce qui est pratiqué ici. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des conséquences, et lesquelles? La première conséquence du mouvement de Stand Up for Science qui s'est développé au printemps dernier, c'était une prise de conscience. Je pense qu'avant, les gens en France n'étaient pas trop, parmi toutes les attaques qui se passaient dans toutes sortes de domaines différents, n'étaient pas forcément conscients de ce qui se passait contre la recherche et les universités. Donc, prise de conscience des journalistes et du grand public. Et puis, suite à ça, il y a eu des annonces de financement. Emmanuel Macron, notre président, a annoncé que la France débloquerait 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais... Ursula von der Leyen, pour l'Europe, a dit 500 millions d'euros entre 2025 et 2027. Donc 500 millions plus 100 millions, ça fait 600 millions. 600 millions, c'est beaucoup, hein. Maintenant, quel est le budget de la recherche fédérale aux USA? Juste l'État fédéral pour la recherche par an, c'est 130 milliards. 130 milliards de dollars. Alors vous voyez, 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc ça fait combien à peu près en pourcentage, ce qui a été débloqué? C'est vous la mathématicienne, hein? Alors, enfin, ça ne fait pas beaucoup, quoi. Ça ne fait pas beaucoup. Jean-Pierre, rapidement. Oui, c'est vrai que Stand Up, c'est né dans le premier mandat en fait, de Trump, mais à faible bruit, parce que c'était vraiment contre la politique culturelle et surtout scientifique dans les universités. Et c'est parti en trombe dès qu'il y a eu tous ces licenciements à partir de mars-avril. Et donc, c'était repris internationalement et en France aussi. Le gouvernement s'en est ému, effectivement, et a proposé un certain nombre de choses, mais à la suite, certains établissements, le premier en date étant à Marseille, l'Université Marseille a proposé tout de suite tout un processus. Là-dessus, notre ministre, Baptiste, a dit encore hier qu'il a proposé 2 millions, et non pas 100 millions, 2 millions pour faire les choses. Et c'est à travers le programme qu'on appelle Choose France, dont vous avez dû entendre parler, qui est un programme d'investissement. Il faut quand même dire, je n'ai pas honte de le dire ici, le gouvernement, c'est scandaleux la manière dont ça s'est fait, tout simplement. Parce que le CNRS a fait un recrutement, a fait des dossiers, tout le monde pouvait faire le dossier, de l'ensemble des centaines ou des milliers de demandes qu'il y a eu. À la finale, aujourd'hui, ça va peut-être changer bientôt, il y a une personne qui a été recrutée dans un laboratoire, une. À Marseille, ils en ont pris quelques-uns, effectivement, mais sur des crédits qu'ils avaient d'autres endroits. Et le Choose France en question, ce qu'il propose de faire maintenant, c'est d'offrir aux scientifiques américains qui viendraient un CDD pour attendre les concours normaux qui auront lieu au printemps prochain. Donc vous voyez un petit peu un scientifique américain qui va accepter un CDD pour être candidat dans un concours où la probabilité qu'il ait un poste est extrêmement faible parce qu'il sera en compétition avec les centaines ou les milliers de candidats nationaux ou internationaux parce qu'on reçoit énormément de demandes de l'étranger ailleurs que les États-Unis. Donc effectivement, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut que l'on dénonce
D'abord, il n'y a pas énormément de candidats qui étaient prêts à faire ça, à s'intégrer dans nos laboratoires, mais surtout, le compte n'y est pas. Et quelque part, le fait que le compte n'y soit pas est normal, dans la mesure où je vous disais tout à l'heure que le problème majeur que l'on a en France, ce n'est pas d'accueillir des Américains, c'est d'accueillir des Français, pas parce qu'ils sont Français, mais parce qu'on les forme. Et quand je dis Français, ça peut être des Français ou des étrangers, mais formés dans les systèmes actuels que l'on a, dans une université, dans les grandes écoles, et qui ont un mal de chien d'intégrer. La raison, par exemple, pour laquelle un vieillard comme moi continue à travailler sur des programmes spatiaux, c'est que comme on a des contrats avec des coopérations étrangères avec des résultats à donner, eh bien, si on n'a pas les jeunes, il faut que les vieux restent en place. Et donc, on adorerait avoir un tout petit pourcentage de ce que le gouvernement avait annoncé pour les Américains et que l'on n'a pas. Ça y est, Charlotte, je me tourne vraiment vers vous, avec une question sur ce bon sens qui est mis en avant par Trump et par les Américains qui ne sont pas forcément grands amis de la science ou de la vérité scientifique. Alors, est-ce que ce bon sens, parce que en même temps c'est une valeur plutôt positive, le bon sens, mais est-ce que c'est une notion à combattre? Pour moi, c'est quelque chose de très risqué, puisque le bon sens, c'est bien souvent un synonyme de l'évidence. Donc le bon sens qui va nous dire que la Terre est immobile, le bon sens qui nous dit que la Terre est plate, le bon sens qui nous dit que les espèces animales restent telles quelles et qu'il n'y a pas d'évolution. Et donc évidemment, si vous avez un petit peu de culture scientifique, vous vous rendez compte que ce bon sens a priori, il peut nous amener à des conclusions quand même erronées. Et donc là, quand on est dans le domaine justement des sciences, notamment des sciences expérimentales, mais pas seulement, aussi des sciences sociales, et bien on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont contre-intuitives, en fait, et que le bon sens, bien souvent, c'est aussi, faire appel au bon sens, c'est une manière de dire ne réfléchissez pas plus. En fait, faites appel à ce qui vous vient, faites appel à vos représentations et n'essayez pas de creuser. Et donc pour moi, c'est vraiment presque le contraire de l'esprit critique, ce bon sens. Alors parfois on peut l'associer à l'intuition, se dire est-ce que si le bon sens, par bon sens on veut dire intuition, alors là c'est un peu différent. Puisque l'intuition, dans ce cas-là, c'est quelque chose, à mon sens, qui nous pousse, c'est une sorte d'élan, une impression qu'il y a une piste, qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc cette intuition, en science, elle peut nous amener à proposer des hypothèses. Mais on ne s'arrête pas là. En fait, on ne va pas se dire, bon, je fais une hypothèse et puis c'est bien. Non, toute la démarche derrière, que ce soit une démarche scientifique, une démarche critique, c'est ensuite de mettre nos idées, nos hypothèses, nos arguments, de les confronter au réel, de les confronter aux autres, et de ne pas s'arrêter à cette impression, à ce bon sens. Et donc, oui, pour moi, le bon sens, en fait, j'ai énormément de mal à voir comment on peut le réhabiliter et en faire une valeur ou quelque chose de positif. Et si je voulais aussi un peu rebondir là, sur ces questions-là des sciences en France, etc., par rapport à un petit exemple personnel, puisqu'on parlait des coupes budgétaires et de choses comme ça. Alors bien sûr, comme on le disait, ce n'est pas du tout similaire à la situation des États-Unis, mais par exemple, dans ma discipline, les sciences de l'éducation, d'année en année, on a eu, par rapport à l'année dernière, 30% de postes en moins. Donc ça veut dire que des personnes qu'on a formées jusqu'au niveau doctorat, qui vont avoir un bac+8, on arrive, on est formé, on a toutes les compétences, et puis quand on veut prétendre à un poste, alors qu'on sait qu'il y a des besoins, pour le coup, dans le domaine de l'éducation, on le voit, il y a des besoins pour former les enseignants, il y a des besoins dans plein de domaines, on ne crée pas ces postes. Et donc on se retrouve avec ce problème où, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, les jeunes docteurs se retrouvent sans poste, et puis les personnes qui auraient besoin d'avoir de la formation n'en ont pas non plus, et donc ça crée une sorte de cercle vicieux qu'on peut aussi avoir, malheureusement, en France également. Alors, pour reprendre un exemple que vous citiez sur le fait que quand on voit la Terre, on est au bord de la mer, bon, évidemment, c'est plat. Qu'est-ce qu'on répond ou comment on argumente face à quelqu'un qui vous dit que la Terre est plate? Ce qui me fait se poser cette question, c'est que j'entendais sur France Culture il n'y a pas longtemps Étienne Klein, qui est un scientifique, un philosophe et un scientifique dur en même temps, qui disait « Le truc, c'est que les platistes, pour défendre leur opinion, ils ont beaucoup d'arguments. Ils ont, comme il dit, un millefeuille argumentatif, qui sont tous faux, mais c'est difficile de les contrer un à un, parce que les gens, je pense comme vous et moi, qui savons que la Terre est ronde, on n'a pas forcément la capacité de le prouver ou de le démontrer. » Mais en fait, il y a plusieurs enjeux.
En fait, si on se retrouve dans une situation où on se retrouve à argumenter avec une personne qui croit effectivement que la Terre est plate, ou qu'en tout cas qui le défend, si on est dans une situation publique, je pense qu'il y a effectivement quand même un intérêt à contre-argumenter, à essayer d'expliquer pourquoi cette idée est fausse, ne serait-ce que pour les personnes qui sont présentes et qui pourraient être convaincues par ce genre d'argument. Et c'est un peu la même chose quand on a des personnes climato-sceptiques. Par contre, si on est dans un cadre, disons, plus privé, là, je pense qu'effectivement, ça va être très très compliqué. Parce que on se rend compte que souvent, les personnes qui adhèrent à ce genre d'idées, c'est pas de l'ignorance, comme on le disait un peu tout à l'heure, il y a d'autres choses derrière l'ignorance. Et là, on est plutôt dans le fait d'adhérer à une croyance qui est fausse et d'être imperméable à toute forme de contradiction. Et donc, on peut arriver et donner tous les contre-arguments du monde. Si la personne en face refuse à tout prix de se remettre en question, en fait, on va juste avoir un dialogue de sourds et on ne va pas avancer. Et donc, peut-être qu'au lieu de s'attacher finalement aux faits, il faut essayer peut-être de décaler un petit peu le regard et aller sur la méthode et la démarche. Moi, je pense que lorsqu'on se retrouve face à une personne qui a des croyances qui nous semblent vraiment étranges ou carrément fausses, c'est peut-être plus intéressant de lui demander « Mais toi, qu'est-ce qui t'a convaincu ? Sur quoi est-ce que tu te bases pour savoir que ça, c'est vrai ?» En fait, essayer de retracer avec elle son raisonnement, faire preuve de ce qu'on appelle de métacognition, c'est-à-dire réfléchir à notre propre pensée, essayer d'analyser notre propre raisonnement et le faire de manière sincère, essayer de poser ce cadre. En fait, si on ne pose pas un cadre en avance, un cadre où on se dit on essaye d'être honnête, on essaye de faire attention aux preuves qu'on va amener, on essaye d'accepter, de se remettre en question si on se rend compte qu'on a tort. Si ce cadre n'est pas posé, qu'on est juste dans l'affrontement, si on a l'impression qu'on va perdre quelque chose face à l'autre, peut-être qu'on va perdre la face, peut-être qu'on va perdre en crédibilité parce que l'autre a réussi à démontrer qu'on se trompait, on va être bloqué et puis on se retrouve dans des débats comme ça qui tournent à l'affrontement en fait. Et donc c'est pas propre d'ailleurs au phénomène du platisme, on peut le retrouver aussi sur des sujets où il y a des controverses tout à fait légitimes, mais où chacun se met à camper sur sa position parce qu'en fait on s'est engagé en tant que personne, on s'est engagé dans une situation, et donc il y a quelque chose d'identitaire en fait. Je deviens ma position, je deviens mes arguments, et donc ça devient très 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 dur de renoncer, de dire reconnaître que l'autre peut-être a un petit peu raison, reconnaître que là, oui en fait je me base pas sur les bonnes sources, oui je me trompe. Et donc lorsqu'on parle par exemple de complotisme ou de choses comme ça, il y a également cette dimension identitaire. En fait, les personnes qui adhèrent à ces idées, surtout quand c'est des personnes qui croient vraiment dur comme fer, c'est souvent des personnes qui vont circuler dans des milieux avec des gens qui partagent leurs croyances. Et donc, on touche à quelque chose de plus profond. On va toucher à qui je suis, les personnes auxquelles je fais confiance, à ma vision du monde. Et donc, arriver même avec les meilleurs arguments scientifiques du monde, des fois, en fait, c'est trop difficile à accepter. Et donc, il y a quelque chose de très perturbant là-dedans, parce qu'en fait, c'est vrai que le premier réflexe qu'on a envie, qu'on va avoir, c'est de dire mais c'est pas possible. En fait, on a des photos, par exemple, de la Terre prises depuis l'espace. Et puis, on va nous dire oui, mais peut-être qu'elles sont fausses. On va avoir un tas d'expériences scientifiques qu'on pourrait citer, qu'on pourrait essayer de refaire. Et on bloque, parce qu'en fait, finalement, des fois, le nœud du problème, il n'est pas là. Il est sur autre chose. Et cette question du platisme, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle déplace en fait le regard on parlait tout à l'heure de l'ignorance, à celui de la fausseté et d'adhérer au faux. Le faux, c'est peut-être des fois un peu plus facile de le prendre en main parce que, alors bien sûr, on va avoir des cas comme ça où finalement on se retrouve face à une personne qui est totalement hermétique, mais là je parle vraiment dans un cadre plutôt individuel et pas dans un cadre institutionnel comme les États-Unis où là il y a vraiment une volonté de créer de l'ignorance. Mais dans le cadre du faux, on peut quand même à un moment démontrer la fausseté. Quand quelqu'un dit vraiment, prépare des faits alternatifs, au bout d'un moment, on peut quand même des fois prouver que c'est faux. L'ignorance, lorsqu'on est dans le domaine, dans un domaine où justement on n'a pas de données, dans un cas où on va volontairement faire en sorte qu'on ne sache pas ce qui se passe, c'est bien extrêmement difficile de faire quoi que ce soit parce qu'on ne peut même pas aller vérifier l'information puisqu'on n'a pas l'information. Et donc des fois, je pense que l'ignorance peut être beaucoup plus dangereuse que le faux. J'ai lu dans National Geographic un chiffre qui m'a alarmée, je pense que c'est faux, qui dit que apparemment donc 12 millions de personnes aux États-Unis pensent que la Terre est plate, et en France, 1 personne sur 10. Ce qui laisse penser qu'il y en a un certain nombre dans cette salle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que la Terre est plate ? Allez, dites-le, c'est pas grave. Bon, je pense que ce chiffre est faux. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ? D'abord Claire et puis Jean-Pierre. Moi, je pense que là, donc, si quelqu'un vous affirme que la Terre est plate et vous dites
Mais non, bien sûr, voyons, j'ai entendu les rires, évidemment que la Terre est ronde. Mais en fait, vous le savez parce qu'on vous l'a appris à l'école, parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez toujours cru, mais en fait, en réalité, comment est-ce que vous en êtes si sûr? Et donc, si vous repensez vous-même, si vous essayez de penser à vos propres raisons de croire que la Terre est ronde, hein, pourquoi? Comment savez-vous que la Terre est ronde? Mais ça, je trouve que c'est un exercice intéressant. Si je peux rebondir, effectivement, on revient à ce que je disais sur la métacognition. On a très vite envie de le faire pour les personnes où on considère que c'est l'autre qui a tort, alors que se poser la question pour soi-même, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte d'un élément crucial qui est la confiance. Au bout d'un moment, la plupart de nos connaissances, on a envie de dire qu'on sait penser par nous-mêmes, qu'on a une pensée indépendante, mais nos connaissances, elles nous viennent des autres. En fait, tout l'édifice humain de connaissances, c'est quand même un travail collectif, c'est des chercheurs, c'est des années, des siècles, des fois d'expériences, d'erreurs, de tentatives de compréhension qui sont des fois, on a des modèles qui fonctionnent plus ou moins bien, qui peuvent évoluer. Et puis, pour qu'on puisse s'appuyer dessus, on est obligé à un moment de faire confiance à un enseignant, on est obligé de faire confiance à un article de recherche, même si c'est pour le remettre en question à un moment, en fait. Et avoir conscience de cette confiance, ça nous permet aussi de faire preuve d'une confiance plus raisonnable et de l'interroger. Sur quoi je me base pour faire confiance? À qui je fais confiance et pourquoi? Plutôt qu'avoir une confiance aveugle. Voilà des questions un peu vertigineuses parfois. Jean-Pierre? Oui, de toute manière, je pense que ça vaut la peine de rester sur ce truc parce que c'est clé, en fait, dans ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans nos têtes. Plusieurs fois, par exemple, ça vient d'être dit, sur cette histoire de la Terre ronde ou plate, on nous demande est-ce que vous croyez que... À partir du moment où c'est une croyance, ça sort du domaine des faits, justement. Et la grande différence entre ce qui se passe dans le débat qu'on est en train de dire aux États-Unis et ce qu'on essaye d'avancer ici, sur le platisme, mais pas seulement, c'est qu'on met sur le même niveau des opinions et des faits. Et on l'a vu au moment du Covid, on le met en permanence. On peut créer les conditions pour que tout le monde ait une opinion sur quelque chose. Alors, la notion de bon sens, par exemple, c'est vrai que pendant des millénaires, on peut dire, là vous êtes assis, vous ne bougez pas, vous ne sentez pas le mouvement. Et donc tous les dogmes qui étaient basés sur le fait que la Terre est immobile et centrale en plus, vous êtes la nuit, vous regardez le ciel et vous voyez que vous ne bougez toujours pas, mais le ciel tourne autour de vous. Et de jour pareil, le soleil se lève et se couche, comme on dit. Il a fallu attendre la fin du XVIe siècle pour que vous réalisiez, avec le fameux principe d'inertie, c'est Giordano Bruno le premier et puis Galilée qui ont montré que si vous êtes dans un mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante, vous ne sentez pas le mouvement, ce qu'on sait bien quelque part. Mais vous ne prenez pas la mesure de ce que ça signifie. Toutes les secondes, entre deux morceaux comme ça, quand je tape en une seconde, on a fait 30 km dans la course autour du Soleil, parce qu'on fait le tour complet en un an. Et par rapport au centre de la galaxie, c'est même 200 km. Donc quand on se met à faire des dizaines de kilomètres à la seconde, on se dit, mais c'est pas possible. Donc tous les dogmes qui étaient basés sur le fait que la Terre est immobile et centrale ont pu résister jusqu'à 1540, enfin la fin du XVIe siècle. Eh bien, sur l'histoire du platisme, c'est un petit peu la même chose. Avec cette différence, malgré tout, c'est que contrairement à ce que l'on dit beaucoup à propos du platisme, dans le passé, dans l'Antiquité et jusque récemment, personne ne proposait que la Terre soit plate. Les Grecs, puisque c'était nos propres ancêtres, mais c'est vrai dans toutes les cultures, avaient déjà les moyens de mesurer même la rotondité de la Terre et le pensaient. Pour ceux, on n'a pas le temps bien sûr, on en parlait là, Platon a dit des choses très importantes sur le ballon en cuir, qui n'était pas en cuir, mais souvenez-vous qu'il y a une personne qui s'appelle Pythéas, et je vous propose de lire des choses sur Pythéas. C'est un mec qui vivait plusieurs siècles avant Jésus-Christ à Marseille. Massilia était grec à l'époque, et non seulement il était convaincu que la Terre était ronde, mais il savait calculer l'obliquité, les 23 degrés, pas à quelque chose près, et c'est lui qui a proposé pour lui-même, et il l'a fait, d'aller voir à ce qu'on appellerait le cercle polaire aujourd'hui, au-dessus, si effectivement le 21 juin, il y a le soleil de minuit, et si effectivement l'hiver, le soleil disparaît d'une manière permanente. Il en a fait d'ailleurs ce voyage, qui est une épopée absolument extraordinaire. On a oublié parce qu'il a eu le malheur de mettre son manuscrit à Alexandrie, ça a brûlé, c'est compliqué. Bon. Mais bref, souvenez-vous de Pythéas, c'est quelque chose de tout à fait... Et donc cette idée de mettre sur le même plan des opinions et des faits,
il est, disent les Américains, garanti par le premier amendement de la Constitution. Je vous conseille d'aller lire le premier amendement de la Constitution parce que c'est 3 lignes, hein, c'est vraiment très simple. Et ce dont il parle toujours, c'est ces 3 mots qui sont dedans, qui est que le Congrès ne pourra jamais interdire la liberté d'expression. Et à partir du moment où on n'interdit pas la liberté d'expression, tout est possible, on a le droit de tout dire. Et on fait donc table rase de ce que la recherche et le corpus scientifique ont fabriqué. Je vais simplement encore prendre une demi-minute pour expliquer ça, parce qu'à mon avis, c'est important. Étienne Klein, dont tu parlais, Odile, tout à l'heure, on a fait beaucoup. Parce qu'il y avait besoin de ça dans le Covid pour calmer les gens qui avaient tous une opinion là-dessus. L'idée, c'est que quand on fait de la recherche scientifique, comme nous, on a du doute en permanence. On essaie de progresser dans la compréhension de quelque chose. On se pose une question, pourquoi la Terre est ronde, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ceci, cela. On va faire des observations et au bout du compte, on va avoir une certaine représentation qui va expliquer les choses, mais qui n'aura de sens que si elle est validée par une nouvelle observation. C'est-à-dire que si on pense que la Terre est ronde, alors il faut imaginer une expérience qui, si on la fait, va nous permettre de confirmer ou d'infirmer. Et c'est comme ça que par la recherche, on construit un corpus de connaissances qu'on appelle la science. Donc la science a ce site particulier qu'elle est passée par des validations jusqu'à obtenir des consensus. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour toujours, on peut remettre en question. Mais progressivement, il y a de la validation. S'oppose à ça, ce qu'on appelle les opinions, mais qui sont essentiellement des dogmes, qui sont des choses que l'on affirme sans vérification. Et ça me permet de dire un mot à propos du créationnisme, qui a été un petit peu mentionné sans le dire vraiment, mais qui est essentiel. Et si vous avez assisté au débat d'avant sur les affaires de religion, c'est essentiel. Il se trouve que, comme je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, il y a un organisme de sondage aux États-Unis qui s'appelle Gallup, GA2LUP. Je vous conseille d'y aller. Depuis plus de 40 ans, il pose tous les 2 ans les mêmes 3 questions aux Américains. Et les 3 questions sont les suivantes. Est-ce que ça a à voir avec l'homme, son origine, et quand ça s'est passé? Vous avez 3 choix. Premier choix, l'homme est né il y a des millions d'années et ça n'a rien à voir avec Dieu. Deuxième choix, il est né il y a des millions d'années, mais c'est Dieu qui a guidé l'évolution. Mais il y a de l'évolution. Troisième choix, l'homme est né dans l'état où il est aujourd'hui, dans les 10 000 dernières années. Eh bien, quand vous regardez ça, celui qui trône, bien sûr, c'est le 3e. Je dis bien sûr, mais je ne devrais pas le dire comme ça. 37% dans le dernier sondage, qui date de quelques mois, met en tête le fait que, ce que dit la Genèse, que l'homme est né il y a moins de 10 000 ans, par le processus qui est dans la Bible, et la réalité. Il y a ensuite 30 et quelques pourcents, en dessous de 37, mais peu, de gens qui disent que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, mais c'est Dieu qui a guidé l'évolution, et il reste 25% ou quelque chose comme ça, qui disent que non, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et ça dit quelque chose d'essentiel dans ce dont on est en train de parler. C'est que utiliser le premier amendement de la Constitution américaine pour dire que tout est possible et que finalement, il n'y a pas de problème avec ça, c'est ça qui a entraîné cette loi qu'il a fallu faire passer, mais que certains États essayent d'enlever aujourd'hui, on ne peut pas enseigner le darwinisme qui prône l'évolution et qui l'explique comme un fait scientifique, on ne peut pas le faire autrement que comme une option en parallèle avec le créationnisme. Et comme vous le savez probablement, il y a des centaines d'universités chrétiennes aux États-Unis qui ont énormément d'argent et qui sont basées sur le fait qu'il faut enseigner la Genèse comme mode de création et d'évolution de l'homme lui-même. Eh bien, ça, c'est le cadre dans lequel, effectivement, à partir de là, on peut imposer n'importe quel type de choses, n'importe quel type de savoir. Et donc, après, le fait que Trump ait pris un Kennedy anti-vax, c'est presque du détail comparé à l'ampleur de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Oui, j'ajoute qu'aux États-Unis, il y a des parcs à thème, justement, sur la création du monde et des humains, où on voit c'est des mannequins, hein, mais Adam et Ève qui sont en train de se baigner dans un lac dans lequel il y a un dinosaure. Enfin, je pense que ça nous fait rire, mais des enfants qui voient ça, à qui les parents disent que ça s'est passé comme ça, ils n'ont pas de raison de pas continuer à le croire. François Gemène, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui s'est dit ces dernières minutes? Non, je partage évidemment toutes les inquiétudes qui ont été menées, qui ont été exprimées. Je pense que vraiment, moi, ce qui me fascine le plus dans le contexte actuel, c'est la valorisation
de l'ignorance et le sentiment que nous n'avons plus guère de moyens de distinguer le vrai du faux. Et je suis très frappé lorsque je suis confronté à des gens qui sont dans le déni de la réalité du changement climatique, par exemple, à quel point il est complètement inutile de les convaincre et à quel point cette question devient juste une question de valeur ou une question d'opinion. Et je pense que dans le déni de la science, il y a beaucoup aussi une certaine forme de crise de confiance dans les institutions de la démocratie représentative. Et donc, la crise de confiance dans les médias me semble participer effectivement de la même dynamique. Et aujourd'hui, on semble souvent content et satisfait de ne pas savoir. Et ça, je pense que c'est vraiment un changement absolument majeur. Sans passer pour le vieux boomer, j'ai souvenir d'une époque où on cherchait à savoir, où le fait d'avoir de nouveaux diplômes était quelque chose qui était valorisé, y compris en société. Et aujourd'hui, il y a ce sentiment d'un relativisme total et où, effectivement, les gens font de moins en moins la différence entre un fait qui est scientifiquement étayé, qui est prouvé, qui est débattu dans les revues scientifiques et quelque chose qui est simplement débattu sur les réseaux sociaux. Y compris, moi je suis très frappé, notamment dans la manière, et là je pense qu'il y a une vraie responsabilité des médias, dans la manière dont les chercheurs sont présentés dans les médias. Il m'arrive très régulièrement d'être présenté dans les médias, et j'en fais pas mal sur le climat, comme simplement spécialiste du climat ou expert changement climatique. Et il m'est déjà arrivé de me trouver sur un plateau avec quelqu'un de Greenpeace ou avec quelqu'un de Total Energy qui était également présenté comme expert climat ou spécialiste changement climatique. Et bien entendu, je ne mets pas en cause la compétence des deux intervenants ou de Greenpeace ou de Total Energy, mais bien entendu, leur point de vue va être forcément différent du mien. Et je pense que souvent, je suis frappé du fait, puisqu'on est ici aux tribunes de la presse, je suis souvent frappé que quand on demande aux journalistes d'indiquer le titre exact, de dire que chercheur CNRS, ce n'est pas la même chose que chercheur indépendant. Je suis frappé du nombre de chercheurs indépendants qu'on interviewe dans les médias, alors qu'indépendant, ça veut juste dire que vous n'avez pas été suffisamment bon pour réussir les concours et pour être recruté de façon permanente dans un laboratoire, dans une université. Ou de la manière dont on va confondre professeurs et enseignants. Tout le monde donne un cours quelque part, potentiellement sur YouTube. Ce n'est pas du tout la même chose d'être professeur ou maître de conférence que d'être enseignant. Et il y a une sorte de confusion totale. Et quand on demande effectivement aux médias d'indiquer le titre exact, on a l'impression de passer pour le pénible de service et pour un truc qui, de toute façon, passera au-dessus de la tête des gens. Bon, vous avez effectivement parfaitement raison. Donc, c'est une façon, je pense que Charlotte Barbier, vous ne me démentirez pas, d'exercer son esprit critique, de questionner qui sont les gens qui parlent, d'où ils parlent, par qui ils sont payés, etc. Gilles, est-ce que je peux poser une question, 1 minute, à Charlotte ? J'essaye. Est-ce que l'intelligence artificielle contribue à ce mouvement d'ignorance généralisée, ou pourrait, ou peut ? Alors, je pense qu'elle peut, mais qu'elle ne le fait pas automatiquement. Dans le sens où, à nouveau, comme plein de technologies, il y a toute la question de comment on l'empoigne, comment on l'utilise. Je trouve que sur les intelligences artificielles, le plus frappant, c'est qu'on a beaucoup de discours, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Mais finalement, quand on regarde, il y a assez peu encore de recherches avec des données, des résultats qui nous disent comment les personnes l'utilisent. Et donc, d'une certaine manière, oui, ça peut nous influencer en nous coinçant dans des bulles de filtre avec une hyper-personnalisation où elle va nous flatter dans ce qu'on pense déjà. Et en même temps, tout dépend de quelle IA on parle. On a évoqué tout à l'heure Grok, du coup, sur X, anciennement Twitter, donc une IA qui a eu des propos négationnistes détenus par Elon Musk. Mais quand on utilise par exemple ChatGPT ou DeepSeek, on n'a pas du tout les mêmes réponses. Et donc se pose la question de qui possède ces intelligences artificielles, comment elles ont été créées, programmées, et ensuite comment on les utilise. Parce que l'IA, elle peut aussi, en fait, selon la manière de l'utiliser, selon les prompts qu'on écrit, elle peut nous aider aussi à affiner nos arguments, elle peut aussi nous dire lorsqu'on part dans l'erreur, elle peut aussi même nous aider à nous orienter vers des sources pertinentes. Et donc, l'IA en elle-même, je ne pense pas qu'elle produise par elle-même de l'ignorance. La question, c'est comment est-ce qu'on est, nous, vigilants, et comment est-ce qu'on est critique par rapport à ce qu'elle produit et par rapport à notre propre manière de l'utiliser. Pour compléter votre réponse, une question sur l'IA, justement. Est-ce que l'investissement dans l'IA, c'est un investissement dans la recherche ?
Jean-Pierre ? J'ai plein de questions, hein, donc il faut faire des réponses serrées. Les autres. Donc c'est une manière de répondre. J'ai d'autres questions sur l'IA. Est-ce que l'IA générative va encore brouiller les lignes de ce qui peut être considéré comme une source fiable, puisqu'elle se nourrit elle-même de ses propres erreurs? Elle brouille, je dirais même la notion même de source, plus que fiable. En fait, c'est ça qui devient très compliqué, c'est que lorsqu'au moins on est face à un livre, on est face à un article de presse, on est face à un documentaire, on est face à une table ronde avec des personnes face à nous, on peut quand même à un moment remonter à la source de l'information, d'où elle vient, la recroiser. Ce qui est compliqué avec une intelligence artificielle générative, un LLM, c'est qu'on va lui poser une question et des fois, la façon dont on va tourner notre question, on n'aura pas la même réponse. D'une IA à l'autre, on n'aura pas exactement les mêmes termes et on ne sait pas exactement sur quel corpus elle a été intégrée. On ne sait pas ce qui, dans sa réponse, relève simplement d'une suite de mots qui arrivent souvent ensemble et donc qui paraît probable mais qui est peut-être faux, et de ce qui relève peut-être d'informations totalement correctes. Et donc, finalement, on se retrouve à devoir vérifier de la même manière que si on avait parlé avec quelqu'un dans la rue sans savoir qui est cette personne. Oui, Jean-Pierre. Je voulais simplement repartir là-dessus pour un mot que tu as dit, Odile, tout à l'heure, avec la notion de l'ignorance généralisée. Et c'est à propos de l'IA que j'y pense. On a tort de dire que l'ignorance est généralisée. On est parti sur l'idée que c'était l'affaire Trump et qu'il y avait de l'ignorance qui était entretenue, mais ce n'est pas vrai à l'échelle du globe. Et je crois que c'est important de le voir. L'ignorance et la connaissance est du temps long. Beaucoup de gens maintenant ne sont plus dans le temps long, ils sont dans le temps court parce que les empires se disloquent et que la notion de temps elle-même est en train de changer pour eux. Et il faut faire des gains rapides. Et ce que les États-Unis et d'autres ont inventé pour faire ça, c'est le fameux mot innovation, que par l'innovation, on va faire des gains beaucoup plus rapides. Mais ça, c'est au détriment d'investir sur le temps plus long qui est la connaissance. Mais au même moment où ils le font, il y a des pays qui ont investi sur le temps long. La Corée, après sa guerre, a investi, et il y a beaucoup de produits coréens qui sont de première... La Chine, après, l'Inde qui arrive, le Japon, etc. Et donc on voit dans les pays émergents, qui sont des pays des dominés, qui actuellement ne l'acceptent plus, ils ont investi dans le temps plus long par la culture et par la recherche. Et donc c'est ça qui, à mon avis, est le plus important, parce que ça montre d'abord de l'optimisme que l'on peut avoir, et que l'innovation telle qu'elle est conçue par ceux qui ont un but, qui est vraiment de faire des gains rapides, ça va faire boomerang pour eux. Et je pense qu'effectivement, l'avenir est dans ce créneau-là. J'ai l'impression de revivre une partie des débats de l'an dernier sur l'innovation, où vous aviez déjà été, Jean-Pierre, assez virulent. Que fait l'Europe par rapport à la situation des chercheurs américains? Est-ce que la France est seule à vouloir les accueillir? Est-ce que l'Europe peut en accueillir? Que fait la Chine? Est-ce qu'elle essaye d'en accueillir? Bon, pour l'Europe, vous avez un peu répondu, Claire, mais on peut peut-être le rappeler rapidement. Donc, en France, le président Emmanuel Macron a promis, il a dit 100 millions d'euros, c'est ce qu'il a dit. En Europe, Ursula von der Leyen a dit 500 millions d'euros entre 2025 et 2027, sur 2 ou 3 ans. Mais on est sur du déclaratif. Absolument, c'est bien ça l'idée. Ouais. Je connais des collègues qui étaient aux USA mais qui n'étaient pas de nationalité américaine, qui avaient donc peur d'être arrêtés de façon arbitraire et qui ont pris des postes en Europe, dans d'autres pays, de manière ordinaire, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans postes aux USA, qui étaient d'origine allemande ou polonaise ou autre, et qui sont retournés dans leur pays d'origine. Jean-Pierre, sur la Chine, vous avez des lumières ? Non, j'ai comme tout le monde des nouvelles. Mais on n'imagine pas ce que veut dire des pays comme la Chine qui investissent dans la recherche, dans ce que j'appelle du temps long, mais qui est 10, 15, 20 ans, ce que ne font plus les États-Unis et la France. Eh bien, ils n'ont plus besoin d'avoir des... Oui. Ils n'ont plus besoin d'avoir des chercheurs américains, parce que l'essentiel des chercheurs américains formés là-bas sont souvent d'ailleurs des Asiatiques. Et donc non, ce qu'il leur faut maintenant, c'est un certain nombre de composants qu'ils ne sont pas encore capables de faire. Mais malgré cela, ils sont à un stade tel que, et c'est ça qui est derrière tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit maintenant. Le seul objectif, effectivement, de l'administration Trump maintenant, c'est de gagner ce pari qu'ils vont être, avant la Chine, dans les composants futurs. Mais ils sont en train de le perdre, et ils savent bien qu'ils sont en train de le perdre. C'est pour ça que ce qu'ils font en parallèle, c'est de fomenter éventuellement un conflit armé sur cette question-là. Donc ce n'est pas les chercheurs
que les Chinois essayent des États-Unis qu'ils essayent d'obtenir là-bas. En Europe, c'est une autre affaire, parce qu'effectivement, l'essentiel des gens de Silicon Valley viennent d'Europe du même, à vrai dire. On aurait très bien pu avoir chez nous ce truc-là. Mais souvenez-vous que tout le clan asiatique, y compris des gens qui sont vraiment mis enfin, qui sont battus les uns avec les autres, c'est-à-dire Chine, Japon, Corée, d'ailleurs aussi bien Taïwan, Hong Kong et tout ça, ont réussi à s'émanciper de la puissance informatique américaine, ce qui n'est pas notre cas. Nous, demain, s'il y a un virus qui part avec un embargo américain de Bill Gates, de Microsoft, on ne sait pas, on ne tient pas une semaine, il n'y a plus une école, plus une banque, plus un ministère qui tourne. Les États-Unis ont gagné sur ce plan-là, mais l'Asie a gagné parce qu'ils en sont totalement indépendants. Et c'est ça qui va se passer, parce que l'Afrique va probablement arriver dans ce domaine-là avec l'IA chinoise et non pas l'IA américaine. Et le grand problème, bien sûr, que Trump a maintenant avec la Russie, et on revient au débat d'avant, c'est est-ce que la Russie va tomber dans un bloc plutôt que l'autre. Et l'enjeu majeur de ce qui se passe actuellement, je pense, dans le combat Ukraine-Poutine, c'est celui-là. Allez, une dernière question poétique. Est-ce que les lumières du savoir éclairent le chemin de la liberté? Merci. La réponse, tout le monde l'aura, bien sûr, c'est oui. Merci beaucoup. Merci Charlotte Barbier, Claire Mathieu, Jean-Pierre Bibring et François Gémen. Je voudrais vous préciser au moment où vous partez que les tribunes de la presse vous offrent une très belle exposition à ne pas manquer. Une sélection de 27 clichés tirés de l'actualité vue par les 450 reporters photos de l'agence France Presse, de l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale au feu de forêt spectaculaire en Europe, en passant par les guerres en Ukraine, au Proche-Orient. Cette année grise, c'est le titre de l'expo, vous attend à la Mecca jusqu'au 7 décembre. C'est gratuit, c'est une très belle exposition. Et dans le cadre de la politique d'éducation aux médias du Conseil régional, eh bien, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine organise des visites médiatisées pour les classes de lycéens. Merci infiniment de votre présence nombreuse à cette première journée de débat des tribunes de la presse. Et rendez-vous demain matin à 10h. Très belle soirée.